Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur, aux éditions L'Harmattan. L'ancienne gendarmerie de Tomo, 2014. L'ancien tribunal militaire de Nouméa et ses bâtiments annexes, 2014. La mission catholique de Naketi, 2014. La maison Maillet et la station Lori à Kanala, 2014. La conception et la construction du pont de la Doumbéa, 2014. Avant-propos. Cette troisième étude relative à l'histoire des mines en région Kanala fait suite à la première menée autour des deux propriétés agricoles de la maison Maillet et de la station Lori, et à la seconde menée autour de la mission de Naketi. La première a permis de comprendre l'importance du développement économique agricole sur le secteur durant les 30 premières années de la colonisation, et la seconde, l'influence de l'œuvre des missionnaires maristes dans la conversion des populations locales au catholicisme et à l'éducation. Cette étude retrace l'épopée de la mine surgie en 1874 dans la région, et qui depuis ne s'est jamais arrêtée. Elle débute avec les premiers permis de miner déposés par les Européens vivant ou non sur le secteur, et s'achève en cette année 2012, tandis que le territoire est en pleine expansion industrielle avec l'usine du Nord et celle de Goro, qui s'ajoute à la SLN. Elle est donc le troisième marqueur de consignation patrimoniale à dévoiler à travers l'activité minière, la richesse et la diversité de l'histoire de la région. Mais elle a été redoutablement difficile à réaliser, d'une part en fonction de son périmètre géographique qui n'a cessé de se modifier au moment même où les premières demandes de permis de miner commençaient à affluer, et d'autre part en raison de l'énorme complexité inhérente aux titres miniers qui n'ont cessé au fil du temps d'être ouverts, sondés, transférés, morcelés, éclatés, fermés, pour être souvent réouverts plus tard, sous d'autres formes avec d'autres superficies et d'autres dénominations. À la difficulté issue des titres proprement dits, il convient d'ajouter celle issue de la transformation profonde que traverse la colonie d'abord, le territoire ensuite avec la naissance de micro- et macro-sociétés et de leurs filiales, qui se distinguent, s'affrontent, se rejoignent, se mêlent et finissent par s'absorber les unes les autres. L'autre difficulté provient du refus émis par la SLN et la SMT de nous autoriser à consulter leurs archives. La plus grande partie des recherches consacrées à l'étude des contenus consultables retrouvés à la DIMENC et au ANC nous a permis de comprendre l'évolution des titres, le plus souvent à partir de l'analyse des plans. Un déplacement à l'école des mines de Paris a complété notre connaissance sur les prémices de l'exploitation minière à partir des lectures des ouvrages les plus anciens sur le sujet, dont certains datent de 1556. Enfin, les visites sur place très pédagogiquement expliquées par les chefs de centre ont été une aide majeure pour visualiser le contexte de l'activité minière et ses impacts environnementaux. Remerciements. Que soient donc remerciées toutes celles et tous ceux qui ont contribué à faciliter ces recherches, et en premier lieu bien évidemment, Monsieur le maire de Kanala et toute son équipe, dont la grande curiosité intellectuelle à travers la découverte des pans successifs de l'histoire de leur terre est ainsi retransmise à tous les Canaliens et les Calédoniens. Son interprète et guide toujours si présent et efficace sur le terrain, Daniel Nohieux. Ses conseillères municipales, Charline Tiuyenon, Aina Beronon, Yolande Kasovimoin, femme de terrain avide de connaître les avancements de l'étude et de découvrir sur place l'activité proprement dite. Monsieur Barthaud, chef de centre du groupe Edward, travaillant pour la Nickel Mining Company qui nous a si bien montré et expliqué les points et les phases essentielles de l'activité sur le site. Arnaud et Nicole Boene qui vivent sur une ancienne exploitation d'antimoine, et qui nous ont reçus chez eux si agréablement à Naketi puis guidés sur le site aujourd'hui envahi par les brousses, mais sur lequel nous avons pu voir les infrastructures de l'époque et les restes de concasseurs. Les sociétés minières Georges Montagna et la Nickel Mining Company, qui nous ont permis d'accéder à leurs archives récentes. Monsieur Serre du service topographique dont les listings se sont recoupés avec les informations des archives territoriales. Messieurs JEGOT et Morizot, pour tous les renseignements annexes relevant de leurs compétences en matière de mines et de géologie. Toute l'équipe des archives de Nouvelle CALEDONIE, pour leur concours dans des recherches personnelles à ce sujet,
pour la numérisation des cartes anciennes, pour la communication des photos de l'album Serge Kakou. Monsieur Haynes, scientifique australien, chercheur, avec lequel j'ai beaucoup échangé par mail, lui-même intéressé par l'histoire des mineurs australiens de la fin du 19e, venu travailler en région Canala. Je terminerai ces remerciements en les dédiant à l'extraordinaire équipe de Jean-Sébastien Baye, chef de service à la DIMENC, tous si efficaces, attentifs, disponibles, sans lesquels je n'aurais rien trouvé toute seule, et je veux leur témoigner à tout ma reconnaissance, et plus particulièrement à Madame Bierley qui s'est mise à ma disposition pour sortir pendant des mois consécutifs les moindres éléments des dossiers communicables, susceptibles d'alimenter mon corpus. Cette étude, comme les précédentes, exploite donc de façon authentique et chronologique toutes les archives consultées pour retracer l'épopée de la mine au sens le plus large de la région, et s'inscrit à son tour comme un autre pan fondamental de l'histoire de Canala, capitale historique et culturelle de toute la province Nord. Première partie. 1. Introduction. A. La pierre et les autochtones. Outre les fabuleuses potentialités agricoles qu'offre la fertilité de sa terre, la région Canala possède depuis toujours un sous-sol riche en minerais divers qui ont fait l'objet dès le début des années 1870 d'explorations particulières suivies plus tard d'exploitations minières qui se poursuivent plus que jamais aujourd'hui. Toutefois, la région Canala ne se décline pas de façon identique au plan de sa superficie, donc de ses sites d'exploration et exploitation diverses, selon qu'elle est appréhendée en 1874 au XXe siècle et à l'orée du troisième millénaire. En conséquence, il serait réducteur d'engager une étude historique approfondie sur ce sujet en concentrant exclusivement nos investigations sur l'état géographique actuel de la commune de Canala. Car lorsque se propage dans la jeune colonie la nouvelle d'éventuelles richesses minières, après que Jules Garnier ait effectué ses premiers prélèvements en 1864 à 1865 au Mont Kogi, que Pierre Coste ait décelé des filons aux allures prometteuses en 1873 au Mont d'Or, et que les analyses des échantillons prélevés se soient avérées fructueuses, il est bien évident que tout colon part à l'assaut de la veine miraculeuse, en remplaçant la pelle et le râteau du jardin par le pic et la pelle de la mine afin de sonder le moindre lopin de terre de la Grande Terre. Du moins est-ce là la projection et la perspective des Européens, ces nouveaux venus d'abord d'origine anglo-saxonne qui se sont installés sporadiquement dès les années 1840, puis de tous ceux qui arrivent de métropole après la prise de possession française en 1853. Une vingtaine d'années plus tard, tous fantasment sur les trésors que renferment les entrailles de cette terre qu'ils ont pour beaucoup déjà défrichée, amendée, semée, plantée et ce depuis une première génération, alors que tous initialement focalisaient essentiellement leur réussite à venir sur des rendements agricoles. Or, dès le 18 juin 1863, le Moniteur impérial fait savoir qu'un filon d'or alluvionnaire vient d'être découvert à Pueblo. Le premier mot magique vient d'être prononcé. Mais pour l'heure, autant l'article du Moniteur que les faits d'annonce des résultats de la découverte de Jules Garnier, aussi extraordinaire soit-il au plan scientifique, n'évoquent rien, mais rien du tout pour les habitants des tribus de la région Canala, laquelle regorge cependant de toutes ses richesses, pas plus d'ailleurs que pour les habitants des autres tribus de la Nouvelle-Calédonie. Car pour tous ces gens qui vivent en osmose avec la nature et avec ses produits non transformés, la terre depuis la nuit des temps est exclusivement nourricière. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'ils ignorent ou délaissent les matières que détient leur sous-sol. Ils ont bien au contraire depuis des lustres tout à fait conscience de l'apport précieux qu'elles leur fournissent pour réaliser certains de leurs objets bien particuliers. Ainsi apprend-on qu'en 1877, le Muséum de Toulouse achète pour la somme de 500 francs nombre d'objets calédoniens à un certain monsieur Théophile Save, qui tient à l'époque un commerce de curiosités. Parmi elles se trouvent des haches ostensoirs dont une en pierre vert foncé, prise à la fois entre les mains d'un chef kanak de la tribu révoltée tué durant l'insurrection de 1878, mais aussi des pierres emmanchées, comme ces casse-têtes en pierre verte, des herminettes en pierre vert clair veinées de vert foncé, des parures de vêtements à l'instar de colliers de perles vertes. Sur le listing de la muséographie calédonienne sont également décrites des pierres de hache non montées. Celle répertoriée numéro 11, pierre vert foncé veinée, de 230 mm de long et 115 mm de large,
est dite pour avoir été rapportée par M. Petit, surveillant militaire à Canala, tandis que la numéro 10 provient aussi de Canala. 1. Objet antérieur à 1870. Ceci pour confirmer que les natifs utilisent la matière minérale, dont une pierre verte, la taille, la police, l'insèrent dans d'autres composants pour l'utiliser aux fins qui leur sont nécessaires, et ce depuis que le monde est monde. Mais dans tous les cas de figure, il s'agit de la pierre brute et de leur capacité à la modeler selon leurs usages et leurs besoins. Aucun d'eux, à l'instar de tous leurs aïeux qui les ont précédés durant des siècles sur cette île qu'ils nomment Opao avant que n'arrive le premier navire battant pavillon français, ne saurait donc à l'époque imaginer que les richesses géologiques que leur sous-sol renferme puissent un jour être extraites à grande échelle, pour être transformées en d'autres produits et acquérir une énorme valeur ajoutée. Cependant, ce phénomène ne manque pas d'échapper à l'attention des Blancs installés dans la colonie. Il faut dire que depuis le Moyen Âge, l'Europe tout entière maîtrise des savoir-faire inégalés en matière d'extraction et de transformation de minerais, ainsi que les rapporte, les décrit et les illustre en 1556, Georgius Agricola dans son ouvrage « De Re Metallica ». Ce traité est si précieux pour toutes les civilisations européennes qu'il est publié en 3 langues différentes jusqu'en 1687, allemand, latin et italien. Il présente l'inestimable avantage de retracer à travers des descriptions très élaborées et des dessins très minutieux le long processus de toute exploitation minière, laquelle s'opère obligatoirement à l'époque en souterrain et non à ciel ouvert. 2 Fonds patrimoniaux, École des mines, Paris 1556. B. La région Canala, une ambiguïté géographique. À partir de 1874, année des premières demandes de permis de recherche minière en Nouvelle-Calédonie, la Grande Terre est divisée en circonscriptions, comme l'indique la carte dressée par Charles Lemire en 1878. Telles sont en tous les cas les dénominations affectées aux découpages régionaux, qui ont été pratiqués par l'administration depuis la prise de possession. Sur cette carte, 6 sont recensés en partant du sud vers le nord et en remontant la côte ouest pour redescendre vers la côte est. La circonscription de Nouméa. La circonscription d'Ouaraï. La circonscription de Bouraï. La circonscription du Nord. La circonscription d'Oubache. La circonscription de Canala. De même, l'épine dorsale que forme la chaîne centrale référencée à l'époque sous le terme de Grand Massif montagneux du centre, permet-elle au plan géographique de scinder distinctement la côte ouest avec ses 4 circonscriptions, Nouméa, Ouaraï, Bouraï et le Nord, de la côte est avec les 2 restantes, Oubache et Canala. 3 Découpage des différentes circonscriptions en 1878. Si l'on s'attache à la superficie du territoire que recouvre donc en 1874, c'est-à-dire lorsque sont publiés les premiers résultats des découvertes minières, la circonscription de Canala, on constate qu'elle prend corps au sud à la limite de Tio, là où se répartissent les tribus de Naketi et qu'elle longe toute la côte est jusqu'au renflement de la région de Tuo. Elle englobe ainsi dans sa profondeur une grande partie de l'espace qui descend jusqu'au grand massif montagneux du centre, tel que repéré sur la carte. 4. Carte de la circonscription de Canala en 1878. S'étalant sur un littoral d'environ 180 km avec une pénétration à l'intérieur des terres d'une petite trentaine de kilomètres, elle constitue une superficie approximative de 5400 km² pour une surface totale de 16 360 km². C'est dire qu'en 1874 la circonscription de Canala, ainsi établie sur la carte de Charles Lemire, couvre quasiment un tiers de la Grande Terre sur lequel s'éparpillent de très nombreuses tribus, regroupées principalement en bord de mer et près des cours d'eau à l'intérieur des terres. Mais ce découpage n'est assurément pas le premier opéré par l'administration coloniale. Cependant, il va être déterminant pour situer l'étendue des sols susceptibles d'intéresser les mineurs, lors des premières demandes de permis de recherche. En effet, une carte plus ancienne datant de 1864 montre qu'une autre circonscription existait entre celle d'Oubache et celle de Canala. Il s'agit de la circonscription de Ouagap, qui coupait Cap Bocage, près de Wailou en 2, pour remonter vers le nord jusqu'à Cap Baye, et qui regroupait la totalité de la tribu des Atinéus. Cela signifie qu'avant 1864 l'administration coloniale avait déjà procédé à une première répartition des régions,
ainsi que le révèle le croquis de la partie comprise entre Canala et Tuo. Ce croquis est très certainement le plus ancien qui montre la pénétration intérieure de l'île par les militaires, car elle mentionne les tout premiers emplacements de l'installation coloniale. De fait, plusieurs expéditions ont été engagées par l'infanterie de marine dans les années 1860, pour une reconnaissance du terrain à l'intérieur de la Grande Terre. Comme le dit Margaret McKee, après la création de Port-de-France, poste destiné à recevoir l'établissement principal, les premières années furent employées à visiter les côtes entre Balade et Port-de-France par la côte Est. De même qu'après l'abandon en 1859 du poste de Balade, décidément beaucoup trop éloigné de Port-de-France, fut décidée l'implantation d'un poste militaire à Canala auquel fut donné par le gouverneur Cessé le nom de Napoléonville. 5 ANC, carte extraite du supplément du Moniteur du 8 mai 1864. Sur cette carte de 1864 figure donc l'unique entité urbanistique et militaire de la circonscription de Canala, qu'est Napoléonville. Ainsi est déterminé le premier périmètre qui regroupe à la fois les tribus de Canala et celle de Naketi en limite géographique sud, qui situe le bourg récemment sorti de terre autour du poste militaire de Napoléonville et des résidences des colons, et qui marque au nord les tribus de Wailou. À l'évidence, si la circonscription de Canala est beaucoup plus petite en 1864, elle est considérablement agrandie sur la carte de 1878 après le rattachement de la circonscription de Wagap à celle de Canala. Au plan historique, il est important de noter que la circonscription de Canala est créée avant d'autres. Car ce n'est que le 11 septembre 1865 que l'arrêté numéro 98 institue celle du Nord-Ouest dont les limites sont comprises entre la baie Néoué et l'île Cognienne, le commandement étant confié au capitaine Camus qui s'établira plus tard dans le poste de Gatop. 6 arrêté circonscription du Nord-Ouest, 11 septembre 1865. Concernant le potentiel des exploitations minières à venir, il est bien certain que si la carte de 1864 indique que la circonscription de Canala englobe l'espace de la commune actuelle, ainsi que celui de Kwawa et de Wailou, en revanche sa superficie double en 1878 en s'étendant jusqu'à Tuo. C'est pourquoi cette étude ne saurait, comme il a été dit en préalable, se satisfaire de présenter l'histoire de la mine de la région Canala à travers le seul secteur que constitue la commune actuelle, mais se doit de prendre en compte la fluctuation de son périmètre géographique au fur et à mesure des modifications cadastrales régionales que met en place l'administration coloniale. En outre, il convient de faire le point sur le terme que recouvre la dénomination de circonscription, lesquelles disparaissent d'ailleurs le 28 juin 1879 au profit de celles d'arrondissement, lorsqu'est publié l'arrêté portant division administrative de la colonie en 5 arrondissements distincts, dont les découpages n'ont plus en rien en commun avec les précédents. Il s'agit cette fois-ci d'une division qui morcelle en 5 parties quasi égales s'étendant d'une côte à l'autre, les arrondissements suivants. Premier arrondissement égale chef-lieu, Nouméa, incluant île Loyalty et île du Sud. Deuxième arrondissement égale chef-lieu, Canala. Troisième arrondissement égale chef-lieu, Wailou. Quatrième arrondissement égale chef-lieu, Tuo. Cinquième arrondissement égale chef-lieu, Wegoa. 7. Arrêté du 28 juin 1879. Division de la Nouvelle-Calédonie en 5 arrondissements. 8. Découpage de 1879 de la Grande Terre en 5 arrondissements. 9. Carte indiquant la position des tribus et leur population en 1880. Sur cette carte de 1880, dont toute une partie est désertée par les tribus suite à la redistribution de l'administration coloniale après l'insurrection de 1878, il convient de constater que le découpage effectué en 1879 rattache Kwawa à l'arrondissement de Canala, et ce faisant tout son secteur minier, jusqu'à ce que Kwawa devienne une commune soit plus de 120 ans plus tard. 10. Carte des 5 arrondissements, réalisée en 1883. À partir de ces nouvelles délimitations, les officiers de la mission topographique s'adonnent entre 1881 et 1883 à la réalisation d'une cartographie appropriée, arrondissement par arrondissement, sous la direction du contre-amiral Courbet et du capitaine de vaisseau Palu de la BARRIERE, gouverneur de la Nouvelle-Calédonie.
11. Carte du 2e arrondissement. 12. Carte du 3e arrondissement. Ces nouvelles cartes détaillées permettent de mieux visualiser les secteurs miniers inclus dans ce nouveau découpage. Ils regroupent les centres de Naketi, Kanala et Kwawa. En revanche, s'excluent obligatoirement ceux de Kwa, de Mere, de Moneo, de Poro et de Wailu, désormais rattachés au 3e arrondissement. C'est pourquoi cette étude entend livrer l'histoire des secteurs miniers selon qu'ils ont appartenu à la circonscription de Kanala, à l'arrondissement de Kanala, ou à la commune de Kanala. 20 ans plus tard, le 16 avril 1898, un nouvel arrêté précise d'autres dispositions prises par l'administration coloniale. S'effacent alors les 5 arrondissements au profit de 3 territoires, le premier étant formé de Nouméa et des Loyautés, le deuxième de toute la côte Est avec pour point d'ancrage Kanala et le troisième de toute la côte Ouest. Outre ces fluctuations qui bouleversent les découpages, il faut aussi souligner que lorsqu'apparaissent les premières grandes explorations du sous-sol minier, la circonscription de Kanala a déjà valeur de seconde entité urbanistique avec son bourg de Napoléonville, sorti de terre en 1859 et occupe immédiatement après la circonscription de Port-de-France-Nouméa une place prépondérante dans le développement de la colonie. Elle est ensuite confortée par la percée de Tillot, hameau enfanté exclusivement à travers le potentiel de son sous-sol et appelé à devenir village minier à part entière, s'excluant de fait de cette étude. Pour conclure cette présentation, rappelons qu'à la fin du XIXe, les formes urbaines de Kwawa, Wailu, Poneriwan et Tuo se déclinent uniquement autour de tribus éparses et que le centre administratif que sera Poindimier n'est pas encore conceptualisé. 2. 1874 à 1879, un périmètre minier élargi. Comme on le sait, ce n'est qu'après le résultat des prélèvements effectués par Jules Garnier, c'est-à-dire vers 1874 à 1875, que se propage chez les colons la fièvre de l'effet million, avec l'envie irrépressible de faire fortune grâce à la mine. Il faut dire que la survie de la première génération, celle de ceux arrivés dans les années 1855 à 1860 qui ont essentiellement misé leur ascension sociale sur l'agriculture, a souvent été une gageure en raison des cycles de la terre, des aléas climatiques et des autres désastres naturels, autant leurs efforts que leur persévérance ont donc souvent été mis à rude épreuve. Par voie de conséquence, leurs descendants, colons de la seconde génération, à leur tour soumis aux mêmes efforts et aux mêmes restrictions, préfèrent pour beaucoup l'illusion mythique de la mine à la réalité sacrificielle de l'agriculture. Car bien peu d'entre eux sont parvenus à partager le même enthousiasme, les mêmes capacités d'adaptation et les mêmes savoir-faire que François Albaret ou Louis Pion, figures emblématiques d'humanisme et de réussite sociale de la région Kanala entre 1858 et 1880. La mine, synonyme d'Eldorado dès la découverte de gisements aurifères dans le nord, amène très vite l'administration coloniale à être dépassée par les nombreuses demandes de permis de miner qui affluent dans ses bureaux. C'est donc dans un contexte quelque peu anarchique que débutent les premières expériences minières, tant au plan administratif avec les déclarations à remplir et les procédures à suivre, que pratique avec les explorations et analyses des échantillons à faire et pécuniaires avec les investissements à financer. Les 4 années qui séparent la redistribution géographique de la circonscription de Kanala, de 1874 d'avec celle définie par le 2e arrondissement de la Nouvelle-Calédonien en 1879, sont en outre tributaires de l'immensité des zones de prospection entre Naketi et Tuo. Il faut dire que Jules Garnier qui explore la colonie depuis 1863, n'a pas perdu son temps. Le 30 juin 1865 il adresse un rapport au gouverneur Guillain qui présente un aperçu géologique des terrains que Fon rencontre de Port-de-France, côte ouest à Kanala, côte est, où il évoque les hautes montagnes de Kanala couvertes de schisteux argileux. Puis dans sa note sur la Nouvelle-Calédonie qu'il rédige en 1868, il indique que la constitution du sol présente des éléments remarquables. J'y ai trouvé du cuivre, du fer, du chrome, du nickel, de l'or même, écrit-il. Jules Garnier a pour mission d'éclairer positivement le gouvernement sur l'utilité d'encourager une sérieuse immigration de mineurs. Il est clair que de nouvelles perspectives économiques s'annoncent. Lorsque quelques années plus tard, Edward Giannetaz,
éminent minéralogiste à qui il a confié ses échantillons, déclare de façon irréfutable que l'un d'entre eux est de l'hydrosilicate de nickel. Jules Garnier sait que la colonie détient des gisements de qualité et qu'elle ne doit pas l'ignorer. En 1867, il insiste sur le haut intérêt qu'elle aurait à avoir si l'industrie ne saurait tirer parti de ce métal, dont le prix est assez élevé. Mais son enthousiasme ne fait cependant pas beaucoup d'émules. Il faut dire que ce minerai n'est pas encore très usité en métropole, car l'industrie ne s'est pas emparée de ses propriétés. Il faudra attendre que les ingénieurs de l'armement prennent conscience de la résistance des aciers, pour que la France métropolitaine comprenne tout l'intérêt du nickel que renferme le sous-sol calédonien. Assez curieusement, c'est en Nouvelle-Calédonie que le déclic se manifeste quelques années plus tard, quand en 1873 la rumeur coloniale fait savoir que les cailloux découverts au Mont d'Or par Pierre Coste contiennent après analyse 15% de nickel et qu'ils se vendent 40 francs au kilogramme de métal contenu. Jules Garnier poursuit ardemment ses recherches dans des applications industrielles susceptibles de valoriser le minerai. De sorte que la circonscription de Canala, où plusieurs filons ont été repérés, commence en 1874 à voir défiler de nombreux prospecteurs, colons résidant dans la circonscription ou en dehors, et investisseurs étrangers. Et ce d'autant plus qu'indépendamment du nouveau minerai que représente le nickel, d'autres substances s'ajoutent à la liste d'exploitation potentielle, comme le cobalt, le chrome, le cuivre, le platine, l'antimoine argentifère. Les colons prospecteurs qui se distinguent immédiatement dans la circonscription de Canala se nomment Étienne Nobleau, Gratien Brun, Auguste Béchette, Charles Laurie associé à William Hodgson son beau-frère, Jacques Galbois, Camille Évin, Jean-Pierre Vincent, Alphonse Bernier, Jean Bornet, Marius Galini, Lucien Reynaud, Johannes William Schwartz, Étienne Nollet, Auguste Bouteiller, Jean-Louis Cassou, Henri d'Armagnac, Franck-Harry Young. Et bien sûr 2 investisseurs étrangers dominent déjà sur place la situation. Il s'agit de John Higginson et de Jean-Louis Hancekar. À permissionnaire et administration. Il est donc intéressant de s'attarder sur les demandes des uns et des autres déposées ces premières années, alors que la mine en tant qu'activité économique de la région concernée en est à ses balbutiements. Parmi les toutes premières, celle du 29 mars 1874 déposée par Étienne Nobleau, négociant domicilié à Canala, fait savoir que muni d'un permis pris pour faire des recherches à Boa-Caïné, ce dernier a droit à un périmètre récupérant un nombre d'hectares double de celui d'un permis individuel auquel correspond son permis collectif. 13 Archives DIMENC. Puis dans son courrier du 27 juillet 1874, Étienne Nobleau précise avoir découvert ce gisement nickellifère un an plus tôt, en juillet 1873, sur un terrain domanial du lieu-dit Boa-Caïné, et se déclare représentant de la compagnie Boa-Caïn. Il prétend aussi vouloir bénéficier de la protection promise par les articles 41 et suivants de l'arrêté du 13 septembre 1873, pour entreprendre les recherches nécessaires, car muni d'un permis collectif équivalent à 25 permis individuels, il est en droit de prendre possession d'un périmètre de recherche de 100 hectares en vertu de Article 41 de cet arrêté sur les mines. Il accompagne sa demande de quelques échantillons de nickel. 14 Archives DIMENC. Il décrit scrupuleusement les limites de ce périmètre, lesquelles ne sont que des repères purement géographiques, comme la jonction d'un petit ravin et du ravin Couen-Mévelon, la jonction du ravin Wapa et du ravin Coutomindi, et de piquets qu'il a plantés indiquant mine de nickel découverte par Nobleau en juillet 1873. Mais cette autorisation valable pour une année arrive à expiration fin janvier et ne lui laisse pas le temps matériel pour effectuer des recherches sur la totalité de la surface autorisée. Informé des dépenses qu'il a déjà engagées sur le claim et des difficultés qu'il éprouve à recruter sur place des ouvriers, l'administration lui renouvelle son permis de miner pour un an le 16 janvier 1875. Entre-temps, sûrement dérouté par la rigidité de la procédure administrative, et ayant compris que ses ambitions ne sont sans doute pas à la hauteur de ses ressources personnelles, soit financières soit intellectuelles, Étienne Nobleau a pris d'autres dispositions. C'est pourquoi le 25 février 1875, il cède tous ses droits à Jean-Louis Hancekar. Ce dernier, installé à Canala,
Jouit d'une réputation de capitaliste australien qui paraît sérieux, de mineur invétéré et de richissime homme d'affaires. Il s'est constitué une vraie fortune dans les mines d'or australiennes, et a su s'allier l'amitié de John Alston Wallace, philanthrope philosophe, ami des mineurs. L'affaire est conclue entre les deux hommes le 20 février 1875 par l'acte d'achat passé avec M. Noblo. 15 Archives DIMENC. Jean-Louis HANCKAR fait immédiatement exécuter tous les travaux nécessaires en vue d'une exploitation rapide de la mine, Boa Kainai. Le 15 août 1875, ces extractions semblent assujetties à une redevance de 3,800 FCP correspondant au droit de 3% à reverser au trésor public au titre des 40 tonnes de nickel qu'il a expédiées en Europe au mois d'avril 1875. Il en conteste le montant au vu de la valeur du minerai rendu à Londres qui, estimé à 1,000 FCP la tonne, devait porter les droits dont il est redevable à 1,200 FCP. Ce document est important car il montre que la colonie suit les principes métropolitains en appliquant une législation fiscale qui taxe les minerais à l'exportation, mais dont les dividendes tombent exclusivement dans l'escarcelle territoriale. En d'autres termes, aucune forme de redistribution régionale n'est envisagée, de sorte que la région Kanala ne bénéficie en rien des retombées de l'exploitation de Boa Kainai, et échappe totalement au développement qui aurait dû être le sien à cet égard, à l'instar de celui de Nouméa où tout se met en place à compter de ces années-là. 16 Archives de la DIMENC. La passation de Boa Kainai, effectuée en un rien de temps entre Noblo et HANCKAR, montre tout le savoir-faire de l'homme d'affaires, rompu aux procédures administratives. Il n'est qu'à se pencher sur le plan que Jean-Louis HANCKAR fait exécuter par M. BREPSANT, l'un des premiers géomètres recensés en Nouvelle-Calédonie. 17 Archives DIMENC. Les anglicismes notés sur ce plan révèlent combien l'expérience anglo-saxonne supplante déjà les approches hésitantes des colons français dans la colonie en matière d'exploitation minière. BREPSANT ne s'y trompe pas, en adoptant immédiatement la terminologie britannique. N'écrit-il pas Claim Boa Kainai, plutôt que mine ? Ne porte-t-il pas les noms Mamos numéro 1, numéro 2 et numéro 3, sur les mines limitrophes de celles de Boa Kainai ? Et Mamos en anglais, ne signifie-t-il pas mammouth ? Par ailleurs, n'y a-t-il pas déjà dans cette dénomination une connotation de quelque chose de colossal, voire de pérenne ? Pourtant, lorsque Tienne Noblo déclare sa découverte et qu'il en précise les limites auprès de l'administration en se référant à ce qui est palpable et qui lui semble inaltérable, on ressent bien aujourd'hui ce qu'ont pu être à l'époque la vanité et l'illusion de l'inventeur, pétri de la certitude que jamais ni le temps ni les aléas de l'existence n'effaceraient un tel marquage. De même partage-t-on son immense enthousiasme lorsqu'il se voit à la tête d'une prospection si juteuse que déjà le 2 août 1874, il la nomme Compagnie BOAKAINE, et se donne le titre de représentant. Mais très vite conscient de la lourdeur des investissements, et peut-être plus motivé par les conditions très certainement substantielles que doit lui offrir l'investisseur étranger, il préfère abandonner son projet personnel. Ce serait donc une erreur que de positionner Jean-Louis HANCKAR en inventeur de la mine Boa Kainai, laquelle est découverte, rappelons-le, par Étienne Noblo. Mais HANCKAR a flairé une bonne affaire et sait que dans les parages, le flair de John Higginson est tout aussi sûr et puissant que le sien, et que son objectif est de s'emparer de tous les titres disponibles. 18 Archives DIMENC. C'est donc, muni de 2 permis de miner collectifs représentant chacun 25 permis de miner individuels, que Jean-Louis HANCKAR acquiert la mine Boa Kainai, le 18 mars 1875. Le lendemain, Alexandre Bouchet, lieutenant d'infanterie de marine, chef d'arrondissement de Kanala, déclare que la découverte d'un gisement de nickel faite par Jean-Louis HANCKAR est exploitable. Ce dernier fait immédiatement procéder aux travaux permettant l'exploitation imminente de la mine, comme l'indique son télégramme à M. Cluny, commissaire des mines à Nouméa, le 4 septembre 1875, dans lequel il annonce que le tunnel est arrivé à la mine Boa Kainai, et l'invite à venir le voir. 19 Archives DIMENC. À l'évidence, il sait qu'il détient là un filon qui dépasse toutes ses espérances,
et en prospecteur aguerri comme en financier averti, il ne regarde pas à la dépense. Et ce d'autant plus qu'un rapport de visite technique du commissaire des mines en date du 22 mai 1876 confirme qu'un filon parfaitement régulier, d'une puissance moyenne qui ne dépasse guère 1 mètre a été reconnu sur une hauteur de 35 mètres par une galerie d'allongement AB à environ 5 mètres au-dessous du niveau de la montagne et à un niveau inférieur d'environ 30 mètres, à l'intérieur de laquelle des galeries d'allongement AB ont été poussées dans la veine. À la suite de quoi, un abattage en gradin du massif à AB s'était commencé plus loin car dans 5 à 6 mois, le minerai sera entièrement épuisé dans cette zone. C'est dire l'énormité des moyens que Jean-Louis HANCKAR déploie, notamment dans la poursuite de recherches complémentaires, dont le forage d'un puits de 15 mètres de profondeur, qui permet d'envisager un second massif d'abattage au-delà du premier, conçu lui aussi en gradin et défini à AB. Le rapport précise que l'extraction moyenne mensuelle du minerai, dont la teneur est estimée entre 10 et 15%, dépasse les 100 tonnes et produit un bénéfice considérable. Il en explique les raisons en mentionnant que l'exploitant a relié ses différents champs d'exploitation à la rivière de Canala au moyen de plans inclinés et de tramways très bien entendus. Un second rapport semble être adressé le 3 octobre 1877 par le garde-mine Pierrat, mais il n'en reste nulle trace. Pas plus que ne sont relatées les conséquences qu'ont entraîné les événements de 1878 envers l'exploitation et la production de bois caïné. 20. Archives DIMENC. Le succès de Jean-Louis HANCKAR que lui vaut entre autres titres, son acquisition de bois caïné, est égalé par celui de John Higginson qui ne cesse de son côté d'enrichir son patrimoine minier dans les environs immédiats, à Kwawa, Naketi et à Wailu, notamment par l'achat de la mine Bel-Air. Même si les deux hommes ont des approches différentes, ils comprennent vite qu'il vaut mieux mutualiser leurs moyens plutôt que se livrer une concurrence acharnée. D'autant que la banque Marchand, en proie à de graves difficultés financières, est sur le point de déclencher une crise majeure dans la colonie. Ils décident donc de s'associer. Le 23 novembre 1877, grâce aux compétences scientifiques de Jules Garnier, ils mettent en commun une grande partie de leurs actifs et fondent la première usine de fusion des minerais de nickel sous l'appellation Higginson HANCKAR et compagnie, à la pointe Chalex à Nouméa. John Higginson prend soin de conserver à part entière toutes ses mines de cuivre et d'or. 2 ans plus tard, le 29 octobre 1879, Jean-Louis HANCKAR déclare céder tous ses droits sur Boa Caïné à la dite société. 21 Archives DIMENC. Le thon en région Canala étant donné avec Boa Caïné, plusieurs colons emboîtent à leur tour le pas de ces deux géants à la recherche de nickel. Le 18 juin 1874, Ludovic Marchand résidant à Nouméa, investi de pouvoir que lui a donné la compagnie la NAKETY, souhaite entreprendre des recherches sur un terrain de 100 hectares à partir de son permis de miner collectif équivalent à 25 permis de miner individuels, pour le compte de la dite compagnie. 22 ANC 349W. La demande de Ludovic Marchand est un élément marquant dans l'histoire de la mine au même titre que celle d'Étienne Nobleau car elles sont les deux seules autorisations de miner enregistrées en 1874 dans la région de Canala. Elles sont donc les deux premiers exemples de la mise en œuvre du processus. Un catalogue explicatif en décline les différentes étapes. Mais beaucoup de points sont contestés, à commencer par le titre de directeur que se donne, semble-t-il à tort, Ludovic Marchand pour s'être substitué verbalement à Jean-Louis HANCKAR. Imbroglio de ses premiers regroupements car la compagnie la NAKETY est en réalité une association consentie entre Ludovic Marchand, ASERPH, G. Engler, Desbonieux, Gino et JMASQUILLIER qui se partagent au total 10 parts. 23 ANC 349W. Puis dans les 2 mois qui suivent sa demande de miner, comme Ludovic Marchand ne parvient pas à respecter le délai d'autorisation de son permis de miner, il tente de réclamer une indemnité de chômage, mais cette modalité n'existe pas dans la réglementation minière de l'époque, laquelle repose sur l'arrêté du 13 septembre 1873. Une dérogation est cependant accordée à la compagnie la NAKETY pour prolonger la validité du permis de 3 mois. À l'instar d'Étienne Nobleau, Ludovic Marchand fait appel à Jean-Louis HANCKAR.
lui seul possède les moyens nécessaires pour exploiter le daim. En contrepartie, il lui cède 1/10 de la mine. 24 ANC 349W. Mais pour des raisons non mentionnées, la compagnie ne fait pas de travaux de recherche en dépit des rappels de l'administration, ce qui conduit cette dernière à procéder à sa déchéance le 29 juin 1875. Ainsi est définitivement dissoute la compagnie la NAKETY. Le 6 mars 1875, Alphonse Bernier déclare une prise de possession pour un terrain à Naketi qu'il appelle « Boin-Bouteille », mais qu'il abandonne le 13 janvier 1877. Aucun document n'est joint à cette déclaration. 25 ANC 349W. Le 29 avril 1875, Charles Laurie et William Hodgson, son beau-frère, tous deux domiciliés à Paraoué, avertissent le commandant colonial que, munis d'un permis de miner collectif représentant 25 permis individuels, ils ont pris possession d'un terrain nickellifère de 25 hectares situé à 900 mètres de la maison d'habitation de Charles Laurie, dont ils demandent officiellement la concession. Il s'agit de la mine Boa-Wanidou. L'on connaît tous le sort de Charles Laurie qui décède d'un accident de cheval, et dont tous les biens vont être saisis quelques années plus tard. Que devient alors ce périmètre ? Reste-t-il entre les mains de William Hodgson ou retombe-t-il dans le domaine public ? En 1875, on retrouve Jean-Louis Hancekar impliqué dans une autre affaire. Cette fois-ci, il a découvert un filon à Méré et demande à faire des recherches sur 60 hectares. Notons à nouveau à la lecture de sa demande le contexte linguistique issu du monde anglo-saxon, qui transpire à travers son instinct de mineur. Bien qu'il nomme sa mine sans pareil, il parle de son claim, de ses travaux de recherche dont il estropie au passage l'orthographe et évoque la superficie en termes de contenance. 26 ANC 349W. Grâce à sa connaissance des formalités administratives, il joint immédiatement un plan délimitant sa prospection sur lequel il trace en vert le gisement de nickel. Remarquons la présence des piquets qui délimitent la concession. 27 ANC 349W. Mais un an plus tard, ces prospections s'étant avérées vaines en raison d'une teneur beaucoup trop insuffisante, il renonce à tous ses droits sur ce terrain et adresse une lettre d'abandon au directeur de l'Intérieur. À travers une telle expérience qui implique un engagement important de capitaux sur une longue durée, l'on comprend mieux les difficultés des colons moins nantis pour entreprendre de véritables travaux de recherche, et pourquoi seuls les hommes d'affaires qui ont de surcroît une sérieuse connaissance de la mine tirent leur épingle du jeu. 28 ANC 349W. Le 4 août 1875, Émile Girard découvre un gisement de nickel entre Kwawa et Kwa, et s'empresse de faire une déclaration de prise de possession de 100 hectares au nom de Prash et compagnie. Monsieur Prash est l'ami de John Higginson. Tous deux s'associent pour former autour de ce périmètre la compagnie BORANGUI, dont John Higginson devient le directeur responsable le 11 août 1875. 29 ANC 349W. Puis le 2 mars 1877, Monsieur Prash cède un tiers de ses droits sur la mine Borangi, à un nouveau groupement intitulé SOCIETEFONCIERE Garde et Jackson. On retrouve ce même Monsieur Prash le 4 octobre 1875, associé à messieurs Facio, Loret et Dutel. Ils souhaitent acquérir en commun un permis de miner le nickel sur 100 hectares situés à Wailou. 30 ANC 349W. Le 6 septembre 1875, Bernier fait valoir les droits de sa découverte de cobalt à Naketi. Il l'appelle Onterapanor. 10 jours plus tard, Jean-Louis Hancekar demande un permis pour sa mine Eureka, tandis qu'Henri d'Armagnac dépose une demande pour sa mine Esmeralda, Jean Bornet pour sa mine Le Duc, et le 27 décembre, John Higginson clôt les demandes de l'année 1875 avec un permis de miner le nickel à Canala dans la baie Borangi. 31 ANC 349W. Comme il a été dit précédemment, on se rend compte que 1875 est une année phare, et que les gens avertis et aisés se regroupent déjà en micro-sociétés pour une mise en commun des recherches. Ainsi la SOCIETEFONCIERE Garde et Jackson appartient en partie à Gustave Garde, propriétaire à Nouméa. Le 7 janvier 1876, il sollicite une concession de 200 hectares à Cap-Bocage. D'après sa demande,
On constate son engouement grandissant puisqu'on découvre, outre la SOCIETEFONCIERE dans laquelle il est aussi impliqué, qu'il s'est déjà doté de 2 autres concessions depuis le 8 décembre 1875, l'une qu'il a nommée Aérolite, l'autre l'Étoile, et qu'il prospecte à la fois du nickel et du cobalt. Le 12 février 1876, V. Dubuisson à son tour demande l'autorisation de miner 25 hectares qu'il appelle Béni-Bouvetou, situé à 2 km de Poro, mais le 9 février 1877, il abandonne tous ses droits. Notons que le responsable des mines enregistre Wailou comme 3e arrondissement, très certainement parce que des habitudes ont déjà été prises dans la réorganisation du futur découpage territorial, mais rappelons que ce n'est qu'en 1879 que la Grande Terre est divisée en arrondissements et que Wailou en devient officiellement le 3e. 32 ANC 349 W. Le 16 février 1876. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.